À un moment donné, je pense vraiment qu'on a besoin de se reparler, de se reconfronter, mais pas débattre pour débattre, hein. En fait, je crois que les gens ont vraiment besoin de repères, de balises, mais qui sont des repères pas techniques et méthodologiques comme on le croit souvent, mais des repères politiques, des repères historiques, des repères vraiment pour pouvoir analyser un discours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble extrêmement important. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Marie Pelletier. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Marie, tu es enseignante en histoire. Actuellement, tu enseignes à la Haute École Galilée de Bruxelles. Également, tu es spécialiste de la propagande en Syrie et du complotisme. Et tu interviens régulièrement dans les médias à ce sujet. Et justement, pour commencer cet échange, je voudrais te faire réécouter un extrait d'une émission à laquelle tu as participé récemment. On est le 13 février 2023. Tu interviens sur France 5, sur une émission qui s'appelle « C'est ce soir ». Et le sujet en question, le sujet du jour, c'est comment aider la Syrie sans aider Bachar el-Assad. Pour donner un peu plus de contexte, au début de cet extrait, il y a un homme qui parle et qui te coupe un petit peu la parole. C'est Georges Malbruno, qui est un journaliste au Figaro. Oui, non, ça, c'est un récit, effectivement. Non, c'est un récit, c'est un fait. C'est vous qui êtes révisionniste, cher ami. Mais vous racontez n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plusieurs franges de la résistance syrienne, qu'elle n'a pas été d'un seul bloc. Bien évidemment, mais ce qui est très important, c'est ce que monsieur a rappelé, c'est que la résistance citoyenne syrienne, elle existe encore maintenant. Non armée, laïque, tous les adjectifs qu'on peut y accoler, elle est toujours vivante. Les activistes, journalistes sur place, secouristes, etc., ils sont toujours présents. C'est pour ça que je dis que c'est un récit. De laisser penser que l'ensemble de la résistance syrienne se serait radicalisé en quelque sorte. C'est faux. C'est factuellement faux. Tous les gens qui ont des contacts aujourd'hui avec la population d'Idlib savent que la résistance citoyenne, et c'est tellement important de la remettre au centre du récit. Non, mais regardez ce qui se passe à Idlib, qui est le groupe dominant à Idlib. C'est Ayad Tahrir el-Sham qui est le descendant de Al-Qaïda. Donc, Marie, il faut être logique. Marie, c'est factuel. Sinon, on parle de n'importe quoi. Je vais terminer. Sinon, on réduit ça à un conflit entre groupes armés, effectivement. Or, ce n'est pas seulement ça, la Syrie. C'est aussi, vous l'avez très justement rappelé, c'est aussi la résistance d'un peuple. C'est une résistance qui se déploie sous différentes formes. Et c'est ça qu'on a gommé du récit directement, dès 2011. On n'a pas voulu voir ça. On a directement adopté une posture géopolitique qui voit les groupes armés en présence, etc. C'est une composante importante, je ne la nie pas du tout, bien évidemment. Mais cette résistance citoyenne qui continue de manière tellement admirable, les gens qui sont encore maintenant en train de manifester, par exemple, les manifestations ont encore lieu maintenant. C'est aussi ça qu'on doit remettre au centre du récit, parce que ça montre aussi que ce n'est pas seulement la guerre. C'est aussi comment on résiste concrètement à une dictature tellement répressive. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus dans quelles circonstances tu prenais la parole et quels souvenirs tu as de ce moment-là ? Je suis allée sur ce plateau en sachant que ce journaliste du Figaro qui s'appelle Georges Malbruno serait présent. Et il faut savoir, c'est important à dire d'emblée, que moi je n'accepte pas de manière générale de discuter ou d'échanger avec des personnes que je considère comme des propagandistes. Or, je considère que Malbruno est un propagandiste de Damas, puisque c'est quelqu'un qui, depuis le début du conflit, relaie les positions de Damas. Et donc, il y avait un petit cas de conscience, puisque je me disais, est-ce que ça vaut quand même la peine ? Il y avait d'autres personnes que j'appréciais beaucoup qui étaient en plateau. Et c'est important à le savoir peut-être pour débriefer ce moment, c'est que je suis allée en plateau en me disant que j'allais me le faire. D'accord. J'avais décidé, ouais. C'est-à-dire, ok, j'y vais, mais alors je vais pas le laisser dérouler sa propagande, justement. Ok. Justement, moi, ce que je trouve frappant dans sa manière de dérouler sa propagande, comme tu dis, c'est que il t'interrompt d'une manière qui est doublement irrespectueuse. Déjà sur la forme, de te prendre à partie comme ça, de pas te laisser dérouler, il y a un côté qui est très condescendant. Et sur le fond, il est pas... J'ai l'impression que, dis-moi si je me trompe, mais qu'il est pas en désaccord avec ton analyse,
pas seulement, mais qui remet en question les faits que tu relates. Il remet en question ton expertise, la véracité de ce que tu avances. Parce qu'en fait, on peut être en désaccord sur l'analyse, mais quand même être d'accord sur les faits. Et ça, je me demande si sur ce sujet ou sur d'autres sujets sur lesquels tu interviens, c'est quelque chose qui t'arrive régulièrement. Très régulièrement. Le discrédit à l'égard de la parole des femmes, c'est vraiment une des armes les plus prégnantes. Remettre en cause mon expertise, mes diplômes, ma formation, c'est quelque chose qui m'arrive constamment. Je pense que ça arriverait moins à des hommes. Enfin, je ne pense pas. Je suis persuadée qu'on confronte beaucoup moins les hommes à ce genre de mise en doute. Et surtout, c'est une manière, effectivement, de ne pas assumer le désaccord idéologique et politique la plupart du temps. Et l'exemple avec Malcolm Bruno est très éloquent à cet égard, puisque en réalité, on sait très bien, lui et moi, qu'on n'a pas du tout la même vision de ce conflit, que lui pense que Bachar est un moindre mal, voire même plus qu'un moindre mal, que moi, je pense que Bachar, c'est vraiment un criminel contre l'humanité, que c'est quelqu'un avec qui à qui on ne peut rien céder. Donc il y a et moi j'ai pas de problème à aller sur le désaccord politique. C'est pour ça que dans cet échange, en fait, je vais dans le désaccord politique parce que je pense qu'on doit l'assumer, le désaccord politique, et qu'en plus je connais très bien la situation. Il la connaît aussi, mais avec son biais à lui. Et donc, c'est une manière, le discrédit, le fait de me discréditer sur mon expertise, c'est une manière de ne pas assumer le désaccord, en fait. Et de ne pas, justement... C'est pas évident de devoir assumer ses points de vue quand on défend un dictateur qui vient de tuer des centaines de milliers de personnes. C'est plus facile de dire à l'interlocutrice, mais en fait, vous n'y connaissez rien. Oui, certes. Donc pour toi, c'est de l'ordre de la diversion, en fait, ce qu'il essaye de faire. Totalement. C'est de l'ordre de la diversion, s'appuyant sur l'antiféminisme primaire qui est quand même très mainstream. Donc voilà. Moi, ce qui va m'intéresser dans cette conversation, justement, c'est de voir comment tu es arrivée à devenir l'oratrice que tu es aujourd'hui, à avoir ces positions, mais aussi à les défendre de cette manière-là. Et pour ça, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps à ta vie d'avant, entre guillemets, avant que tu t'intéresses et que tu te bâtisses une expertise sur le conflit syrien et sur le complotisme. Et à l'origine, tu es enseignante en histoire. Tu as enseigné l'histoire en lycée et tu l'enseignes encore aujourd'hui, il me semble, dans le supérieur. Est-ce que tu peux nous raconter, avant que tu deviennes spécialiste de la Syrie et du complotisme, quel était ton quotidien professionnel ? Moi, je suis vraiment une prof et je reste une prof avant toute chose. C'est d'ailleurs pour ça que en France, on aime beaucoup les titres et les trucs prestigieux. Moi, quand on me demande dans les médias comment on peut vous présenter, j'ai toujours envie de dire mais présentez-moi comme enseignante. En fait, ça me va très bien. C'est vraiment pour moi ma casquette principale. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler très jeune. J'avais 22 ans. Je viens d'une famille d'enseignants et donc mes deux parents sont profs, mais pas seulement mes deux parents, mes oncles, mes tantes, enfin c'est vraiment une famille de profs. Et donc pour moi, quand j'ai fait des études d'histoire, mais ça m'a semblé assez évident d'emblée que c'était destiné à être à l'enseignement. Et j'ai commencé à enseigner donc dans l'enseignement secondaire, donc l'équivalent du lycée en France. Et j'ai enseigné pendant plusieurs années auprès de ce public d'adolescents. Et finalement, ça a été un peu mon laboratoire pour plein de choses. Alors pour parler évidemment, et donc pour apprendre à transmettre, mais aussi justement pour commencer à m'intéresser à certaines problématiques, notamment autour des théories du complot, etc. Donc ça a été vraiment mon laboratoire premier, mais encore maintenant, je suis avant tout une enseignante et en fait, moi je suis vraiment quelqu'un de l'oral. Je suis amenée à j'ai presque envie de dire, presque malgré moi, à écrire des bouquins, etc. C'est pas un exercice que je fais volontiers, en fait. Je le fais parce que je sais que c'est important de laisser des traces écrites. Voilà, et qu'en plus, ça donne une espèce de crédit, etc. Bref, je joue le jeu. Mais vraiment, mon terrain préféré, c'est vraiment l'oral, c'est la transmission orale. Et c'est le contact direct avec les gens aussi. C'est-à-dire, moi, non seulement donner cours, mais aussi donner des conférences. Je donne énormément de conférences dans des lieux extrêmement divers et depuis assez longtemps. C'est vraiment mon carburant premier. Et pour toi, qu'est-ce que l'oral permet que l'écrit permet pas, ou en tout cas qui te frustre quand tu écris un livre C'est une bonne question. Ce que j'aime pas quand j'écris, parce qu'en fait, je vais l'avouer, je déteste écrire. Pourtant, on me dit souvent que j'écris bien, etc. Mais en fait, pourtant, tu as écrit plusieurs livres. Et j'ai encore des projets en cours. Donc, je le fais. Mais c'est un exercice qui, pour moi, n'est pas naturel.
qui m'oblige à réfléchir à chaque mot, etc., et à la manière dont, la manière de les articuler. Tandis qu'à l'oral, il y a quelque chose qui, chez moi, en tout cas, je crois que c'est pas du tout le cas pour tout le monde, qui est beaucoup plus spontané, authentique, j'ai envie de dire, où je me sens aussi dans une certaine position de pouvoir, mais pas pouvoir négativement parlant, on pourrait dire d'empowerment, c'est-à-dire où je sens que je peux prendre une place de manière positive. Et vraiment, c'est comme si la transmission orale, pour moi, me permettait de... Je ne sais pas comment dire ça, d'avoir un contact direct avec les gens qui peut vraiment changer le réel. En fait, c'est ça qui m'intéresse dans l'oralité. C'est la relation. C'est la relation et c'est le fait que du coup, c'est pas seulement les idées. Moi, les idées, pour ça, je suis très belge. Je suis pas française. les grands débats d'idées, ça ne m'intéresse pas tellement. Ouais. C'est toujours au service, ça doit toujours être au service de la relation, de l'humain, bien évidemment, et du changement de la réalité. J'ai le sentiment, dans mon expérience à travers mon parcours, c'est pas un truc à absolutiser, que l'oral permet beaucoup plus ce caractère incarné en réalité. Donc à cette époque où tu es enseignante et donc à cette époque où tu n'es pas encore engagée sur le conflit syrien, engagée intellectuellement, j'entends bien sûr, est-ce que tu as d'autres engagements ? Est-ce que tu te définissais à l'époque comme quelqu'un d'engagé ? Ou est-ce que tu avais peut-être des engagements associatifs ? Ou est-ce que tu prenais ton métier d'enseignante comme un engagement à certains égards ? C'est sûr que je prenais déjà mon métier d'enseignante comme un engagement, mais j'avais d'autres engagements parce que je viens d'une famille de profs, mais je viens aussi d'une famille assez engagée, plutôt intellectuelle et plutôt de gauche, pour le faire bref. Donc il y avait des combats que mes parents et ma famille portaient et qu'en fait assez naturellement je portais aussi. Par exemple, c'est pas pour rien que j'en suis venue à la Syrie non plus. J'avais déjà une sensibilité assez particulière autour du conflit israélo-palestinien. J'y suis allée plusieurs fois en étant plus jeune, avec aussi toujours cette idée d'aller voir ce qui se passe là-bas pour en parler ici. Alors c'était pas dans le cadre, à ce moment-là je donnais pas des conférences publiques, etc. C'était surtout un peu de l'informel. En fait, il y a eu vraiment un tournant, il y a eu un double tournant pour moi. C'est d'abord quand j'ai quitté l'enseignement secondaire pour différentes raisons et que j'ai fait pendant quelques années un travail plutôt de recherche sur les questions d'interculturalité, de lutte contre le racisme, etc. Je ne travaillais pas encore sur la Syrie à ce moment-là, mais là j'ai travaillé dans des centres de recherche et de formation qui... sont des lieux où, en plus d'étudier certaines questions, on donne des formations justement sur ces questions. Et donc là, j'ai commencé à donner des formations pour adultes. Donc c'était un peu la continuité de mon métier d'enseignante, mais à l'égard d'adultes et sur des questions de société. Ouais. Là, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Qui sont par nature engagés, quand on parle d'antiracisme... Totalement. Oui, parce qu'en plus, les centres où je travaillais, c'était des centres qui étaient engagés, soyons clairs. Et donc, oui, c'est ça. Il y avait cette notion d'engagement et de... Alors, en même temps d'engagement, mais toujours aussi, et ça je pense que ça reste aussi vraiment dans ma manière d'agir et de faire, c'est dans une optique de formation. C'est-à-dire, encore une fois, moi j'aime pas la joute pour la joute, quoi. Ouais. J'ai horreur de ça, je déteste le lyrisme dans les discussions, etc. Par contre, le fait que, sur le complotisme aujourd'hui, la Syrie, etc., j'ai une expertise et que je peux la transmettre, donc transmettre des repères aux gens, ça c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, en fait, fin des années 2000, début des années 2010, j'ai pris ce virage-là progressivement et puis ça ne s'est plus jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui avoir la visibilité médiatique que j'ai, qu'en fait j'ai jamais recherché, soyons clairs. Et justement, tu soulèves, je trouve, quelque chose d'intéressant dans ton parcours, c'est ce mélange entre le côté... D'un côté, tu fais de la formation et tu es avant tout une prof, tu l'as dit, tu es une pédagogue, tu formes. Et de l'autre côté, tu es quelqu'un d'engagé. Et tu es venu, de par ton expertise, à prendre la parole sur des sujets qui sont des sujets brûlants, qui sont des sujets de société. Comment est-ce que tu lis ces deux postures-là ? C'est une tension permanente, parce qu'il y a l'idée, notamment dans l'enseignement, mais aussi chez les experts, etc., que pour être intelligent et pour dire des choses intelligentes, il faut être neutre. Il ne faut pas être engagé, justement. Et que soi-disant, pour moi c'est du bullshit total, mais soi-disant, tu n'es crédible que si tu sépares, en quelque sorte, ton travail d'expertise de tes engagements. Oui.
Complètement. Or, moi, j'ai jamais séparé les deux. J'ai jamais séparé les deux et c'est quelque chose qui est inconfortable. Alors, je pense qu'en fait, personne ne sépare les deux. Mais je pense que beaucoup de gens mettent beaucoup d'énergie à dénier ça. Moi, j'ai toujours eu l'intuition, et je l'ai plus que jamais, je dirais, qu'au contraire, aujourd'hui, on a besoin, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gagné pas mal de visibilité, honnêtement, si je dois pointer une raison, c'est qu'en fait, dans la société, on a besoin de paroles qui s'assument pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, dans le climat de défiance à l'égard des médias, à l'égard... Enfin, tout ce que le complotisme contemporain malheureusement a généré. En fait, l'issue n'est certainement pas de remettre plus de posture et plus de pseudo-neutralité qui en fait creuse la défiance généralement, mais il me semble que l'issue c'est d'être justement beaucoup plus transparent sur ce qu'on défend et sur notre vision. En tout cas, moi j'ai toujours été assez convaincue de ça. Et donc l'engagement, en fait, ce n'est pas une entrave à avoir une expertise, ça me semble totalement évident. Mais plus loin encore, l'engagement, pour moi, c'est quelque chose qui nourrit mon expertise. C'est-à-dire que, par exemple, sur la Syrie, si j'étais pas aussi au clair sur le fait que je défends les démocrates syriens, pour parler très basiquement, je n'aurais pas compris toutes sortes d'enjeux autour de la propagande du régime de Bachar el-Assad, évidemment. C'est-à-dire que c'est aussi cette espèce de parti pris d'emblée qui m'a donné la faculté de décoder les mécanismes de propagande et de faire que, par exemple, aujourd'hui, on m'invite pour parler de la propagande au sujet de l'Ukraine, alors que je connais rien à l'Ukraine, mais que je peux réappliquer ce que j'ai appris pour la Syrie au cas de la propagande du Kremlin. Donc, ça reste toujours un inconfort d'allier paroles d'experts, si on peut dire ça comme ça, ou de spécialistes, ou on appelle ça comme on veut, et paroles de personnes engagées. Mais je pense que paradoxalement, la seule issue, c'est de l'assumer, en fait. D'être capable de mettre ça sur la table. C'est pour ça, notamment sur les débats sur la Syrie, c'est ce que je reproche le plus souvent aux propagandistes, c'est que un pro-Assad ne dira jamais qu'il est pro-Assad. Mais tandis qu'un anti-Assad, il va le dire. Mais c'est pas simple d'être pour les dictateurs. Ce n'est pas simple à assumer. Et pourtant, je pense que l'impasse du débat actuel, c'est bien ça. C'est qu'on est face à des gens qui font semblant de ne pas défendre ce qu'ils défendent. Je suis assez persuadée que c'est le gros nœud actuel du débat public. Donc, si je comprends, toi, ton éthique, ça va pas être de séparer d'un côté ton expertise, de ton engagement, mais c'est plus de dire d'où tu parles. Oui, exactement. C'est vraiment avoir cette rigueur, parce que pour moi, c'est une rigueur intellectuelle, en fait, de toujours d'abord préciser d'où je parle. Je le fais toujours dans mes conférences, par exemple. Je commence toujours par là. De dire, voilà comment j'en suis venue à travailler sur ces questions. Voilà mes positions. Je dis toujours, je suis d'abord une enseignante. Je dis toujours, la Syrie, c'est des raisons très personnelles qui m'ont amenée à m'intéresser à ça. C'est-à-dire que je joue vraiment carte sur table. C'est une manière aussi de déjouer certaines attaques et justement certaines volontés de discrédit. Typiquement, je donnais un exemple. Sur la Syrie, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, elle parle de la Syrie, mais elle ne connaît pas l'arabe et tout ». Moi, j'ai toujours dit « Je ne parle pas un mot d'arabe ». Et j'ai aucun problème à le mettre sur la table parce qu'en fait, c'est pas de là que je parle. Et puisque moi, ce que j'étudie, c'est l'effet de la propagande sur les opinions publiques occidentales. Donc, alors, par ailleurs, ce serait génial si je parlais arabe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez frappant. On est dans un climat, justement, surtout à l'égard de la parole des femmes, où on cherche tout le temps à discréditer. Et beaucoup de femmes ou d'hommes, d'ailleurs, se défendent de ça en essayant de prouver que si, ils sont compétents, etc. Moi, je ne veux pas prouver ma compétence. J'ai 42 ans maintenant, je suis assez sûre de moi et je sais mes compétences, je connais mes forces et mes faiblesses, c'est bon, j'ai plus 25 balais ou quand j'étais dans les affres du doute sur ma personne, ça m'est passé, heureusement, la vieillesse a au moins cet avantage. Mais par contre, effectivement, je sais que souvent quand on essaye de me discréditer, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec moi sur le fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Il y a une rigueur à mettre les choses sur la table, à être transparent sur d'où on parle, qui à la fois déjoue certaines critiques, comme je viens de le dire, mais aussi qui fait qu'une connexion est possible avec beaucoup de gens parce qu'ils perçoivent l'authenticité, justement. Et on a énormément besoin, dans le climat de défiance actuel, de cette authenticité. Ça, je suis persuadée. Mais le prix à payer est assez élevé, par contre. Et justement, comment est-ce que tu es venue à t'intéresser à la Syrie ? Alors, c'est quoi le tournant ?
C'est assez simple en réalité. Donc moi, je suis jamais allée en Syrie, je parle pas un mot d'arabe, hein, donc toujours les présupposés à bien mettre sur la table. Alors il y a eu plusieurs petits événements en 2011-2012. Oui, c'est-à-dire plusieurs petites raisons personnelles qui m'ont amenée à m'intéresser à la Syrie, mais il y en a eu une principale. C'est qu'il y a un ami de ma famille qui s'appelle le père Paolo Dalloglio, qui est un jésuite italien qui vivait en Syrie depuis plus de 30 ans. Donc ça, c'était quelqu'un que je connaissais bien, quoi. Et qui, au début des événements syriens, a pris position contre le régime de Bachar el-Assad, c'est-à-dire en faveur des manifestants. Et il a eu tout de suite très vite des ennuis avec le régime, évidemment. Et moi, j'aimais beaucoup Paolo. Vraiment, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et bon, il a l'âge de mon père, hein, c'était vraiment plutôt comme une figure un peu paternelle, on pourrait dire. Et je lui ai proposé, dans un élan un peu d'inconscience, je pense, fin 2011, début 2012, mais c'était déjà en 2011 en fait, je lui ai proposé un peu naïvement de l'aider en fait, parce qu'il avait à cœur de sensibiliser les opinions publiques européennes principalement à ce qui se passait en Syrie. Il y avait déjà un fort climat de désinformation sur le conflit. Et je lui ai dit, ouais, si tu veux, je vais bien t'aider. Et il m'a pris au mot, en fait, Paolo. Ça a été un peu ma grande chance, c'est que, sur le coup, je ne l'ai pas mesuré, mais il m'a dit, oui, ok, tu vas m'aider. Et il était encore en Syrie à ce moment-là, parce qu'après, il a été expulsé par le régime. Il a commencé à m'envoyer faire du lobbying, je crois qu'on peut appeler ça maintenant du lobbying, mais j'ai fait des trucs de fou, hein, mais je m'en rendais pas du tout compte. Il m'envoyait rencontrer Barroso, des choses comme ça, des figures politiques importantes, et comme j'étais mandatée par Paolo, j'avais quelques passe-droits, on va dire, alors que moi j'étais personne. Et donc j'ai commencé à faire ce travail aussi auprès de la presse, etc., de sensibilisation, où en fait je ne faisais que relayer sa parole à ce moment-là. D'accord. Et son expertise, parce que c'était quelqu'un qui connaissait extrêmement bien le dossier syrien. Et puis alors, juste pour dire très brièvement, pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Paolo a été expulsé de Syrie par Bachar el-Assad. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à collaborer de manière directe avec lui, c'est-à-dire qu'on organisait... Oui, je l'aidais à organiser des conférences, justement, des rendez-vous presse, des rendez-vous Oui, parce que politiques. du coup, il était en Europe. Il était en Europe. Il était basé entre Rome, Bruxelles et Paris. Et donc là, voilà, il y a eu une collaboration vraiment depuis l'Europe, quoi, où on a fait plein de choses ensemble. Ça a été une période assez extraordinaire, entre juin 2012 et juillet 2013. Et pendant ce temps-là, Paolo continuait à faire des allers-retours clandestinement en Syrie, dans les zones tenues par l'opposition syrienne, parce qu'il voulait garder un contact avec le terrain. Et ce qui s'est passé, parce qu'on peut pas comprendre mon parcours sans comprendre ça, c'est qu'en fait, le 29 juillet 2013, très précisément, Paolo était retourné donc en Syrie dans un de ses voyages clandestins, et il est allé à Raqqa, qui était qui est une ville au nord de la Syrie, qui venait d'être prise par l'État islamique. C'était la capitale de l'État islamique, Raqqa. C'est-à-dire que là, c'était plus l'opposition syrienne, c'était des gens qui n'étaient pas syriens et qui étaient on connaît l'État islamique, hein, c'était des djihadistes. Ils venaient de prendre la ville à l'opposition syrienne, parce que l'opposition syrienne avait chassé Bachar, et donc ils ont repris la ville à l'opposition syrienne, et donc ils s'en prenaient aux opposants syriens de Raqqa. Et donc Paolo était tellement dévasté de voir que, alors que les opposants syriens avaient réussi à libérer Raqqa du régime, là devait affronter un nouvel ennemi, qu'il a voulu aller sur place, et il a voulu naïvement aller parler à l'État islamique. Je souris parce que forcément, avec le recul, ça semble complètement inconscient, en pensant que comme il avait une certaine légitimité, il connaissait bien l'islam et tout, il allait pouvoir dialoguer avec eux, demander la libération des opposants, etc. Bon, évidemment, il est allé les rencontrer, et depuis lors, on n'a plus jamais eu aucune nouvelle de Paolo. Moi, je pense qu'il a été assassiné assez rapidement, mais on n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, donc à partir du 29 juillet 2013, Paolo n'était plus là. Ça faisait quand même là 1 an et demi que je travaillais de manière très étroite avec lui. Et j'ai commencé à me dire, en fait, je vais continuer à parler en attendant qu'il revienne. Mais il n'est jamais revenu. Et donc, j'ai continué simplement au départ parce qu'on avait écrit des articles ensemble, etc. Donc, j'ai continué sur cette lancée-là, notamment par les réseaux sociaux d'ailleurs aussi. Hein. Et en fait, très vite, j'ai gagné de la visibilité, parce qu'il n'y avait pas tellement de gens qui s'exprimaient sur la Syrie, parce que j'avais une parole aussi qui était en partie celle de Paolo, en grande partie celle de Paolo, qui était quand même une parole importante, je pense, sur l'effet de la propagande des dictatures, etc.
Et voilà, ça a fait boule de neige à partir de là. Et j'ai eu très vite des demandes d'articles de la presse française, par exemple. J'ai eu très rapidement aussi une proposition d'une maison d'édition, etc., etc. Les choses se sont vite enchaînées. Oui, je comprends bien quand tu racontes ce que tu racontes, pourquoi ça doit être insupportable d'entendre des discours qui vont assimiler la résistance syrienne à l'État islamique. Exactement, c'est juste insupportable. Et j'ai pas envie, à chaque fois dans les débats sur la Syrie, de ramener le cas Paolo, pour ne pas trop personnaliser, on va dire. Mais justement, parce qu'en fait, c'est un petit peu la trajectoire, hélas, de tous les opposants syriens, parce que je mets Paolo comme dans le même sac, on va dire, que les opposants syriens. C'est qu'ils ont dû faire face non seulement au régime, mais aussi aux franges djihadistes qui s'en sont pris à eux. Et donc, les assimiler à ces derniers, c'est crapuleux. Et ce n'est rien d'autre que de se faire la voix de Damas, bien évidemment. Quand tu as commencé à prendre la parole en l'absence de Paolo, déjà, est-ce que tu te souviens de tes premières prises de parole? Dans quel contexte c'était? Et à quel moment est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit en fait là c'est plus je suis plus le porte-voix de Paolo qui va donner son expertise et je suis moi Marie Pelletier qui va donner mon expertise et donner mon avis? C'est compliqué de donner un moment exact, honnêtement, mais en fait il y a quand même quelque chose d'important, c'est que en fait, 3 semaines après l'enlèvement de Paolo, il y a eu un événement extrêmement important en Syrie, qui est tragique et important. C'est ce qu'on appelle l'attaque chimique de la Ghouta. Donc, c'est quand le régime de Bachar el-Assad a commis un massacre à l'arme chimique dans la banlieue de Damas, et qu'il a causé donc la mort de centaines de personnes, alors les opposants, mais aussi leurs familles. C'était le fameux moment où Obama et Hollande avaient promis, entre guillemets, que si la ligne rouge était franchie, donc c'est-à-dire l'utilisation des armes chimiques, ils interviendraient. Oui. Or, à ce moment-là, pour faire bref aussi, il y a eu tout un mouvement plutôt anti-interventionniste. Il y avait beaucoup de gens dans le débat public ici en Europe, et aux États-Unis aussi d'ailleurs, qui disaient non, il ne faut pas intervenir, on a bien vu ce que ça a donné en 2003 en Irak, etc., etc. Et bon, pour faire bref aussi, Obama n'y est pas allé, hein, il a fait la fameuse reculade, et donc Hollande n'a pas suivi Obama, a dû suivre Obama plutôt, donc n'a pas pu y aller non plus. Et ce moment, en fait, qui arrive très vite après l'enlèvement de Paolo, pour moi, ça a été quand même le moment qui a propulsé ma parole à moi, parce qu'en fait, j'ai compris l'importance de ce qui était en train de se passer, parce que c'était vraiment aussi une victoire de la propagande des dictatures, le fait qu'ici, on était convaincus qu'il ne fallait pas intervenir, alors que c'était l'opposition syrienne qui demandait qu'on intervienne. J'ai signé, ça a été d'ailleurs un événement assez traumatique, hein, j'ai signé une tribune à ce moment-là, c'était dans la presse belge, c'était pas encore dans la presse française, mais enfin dans le Soir, qui est quand même un principal quotidien belge, en faveur, une tribune qui soutenait l'intervention. Je me suis fait lyncher, mais à un point incroyable. Ah oui? Ah oui, c'est mes premiers harcèlements, c'est à ce moment-là. Des gens qui écrivaient à mon employeur pour me dire qu'il fallait me virer, etc. Non, c'était extrêmement délétère. Mais donc, ça a été violent, ça n'a pas été un chouette épisode, mais en même temps, ça m'a propulsée dans cette prise de position publique. Ouais. C'est-à-dire que là, je me suis dit, de toute façon, je savais ce que Paolo aurait voulu qu'on fasse. Je savais qu'il aurait voulu justement qu'on défende cette vision-là. Et c'était pas seulement par loyauté envers Paolo, d'ailleurs, c'était aussi parce que moi-même, j'en étais convaincue, tout simplement. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, avec des tribunes dans la presse, plutôt des opinions, on va dire. J'ai aussi, je me rappelle, ouvert un blog. Et voilà, ça s'est fait. En fait, j'allais dire, je disais que ça s'est fait progressivement, mais oui et non. Il y a eu un moment comme ça à l'été 2013 où à la fois Paolo disparaît et en même temps il y a un événement majeur dans le conflit syrien. Et à partir de là, alors je pense aussi, par ailleurs, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je ne veux pas être totalement naïve non plus. C'est que si ma parole a pris de l'ampleur, c'est aussi parce que je défendais bien le propos. Ça, je le sais aussi. C'est qu'on bien manquait sûr. De voix articulées sur la Syrie. Et que donc, les médias, quelque part, ils avaient besoin de gens qui avaient une vision claire, argumentée, etc. Et il n'y en avait pas beaucoup, ça c'est sûr. Et donc, à ce moment-là, si je comprends bien, tu avais un peu l'impression d'être seule à défendre ton point de vue. C'était quoi? Est-ce que
t'étais plutôt dans le point de vue majoritaire ou contre le point de vue majoritaire ? Ah, j'étais clairement contre le point de vue majoritaire. Okay, le point de vue majoritaire, il était non interventionniste, on va dire. Totalement. Ou bien alors, soit on s'en foutait, soit les gens s'en foutaient, ou soit ils pensaient que, oh là là, pas encore l'Occident qui va aller intervenir au Moyen-Orient. Enfin, c'était ça, le récit. Hein. Oui, ça convoquait les images de la guerre en Irak, de la guerre en Afghanistan, ce genre de choses. Totalement. Alors que ça n'avait rien à voir, évidemment, puisque ici, on avait vraiment des révolutions populaires contre les dictatures. Mais les gens, à ce moment-là, n'ont pas compris. Mais cela dit, pour nuancer quand même la solitude, j'avais quand même la chance à ce moment-là, et il existe toujours d'ailleurs, j'ai fondé avec d'autres, à ce moment-là en fait, un petit collectif ici à Bruxelles, un petit collectif autour de la question syrienne qui s'appelle Action Syrie, un petit collectif citoyen, et en fait avec quelques personnes belges, syriennes, etc. Et ça a été aussi important parce qu'en fait, quand on a une prise de parole publique, on a aussi besoin de soutien. On a besoin moi en tout cas j'ai toujours eu besoin de ça, c'est-à-dire d'un soutien collectif aussi. On peut pas porter complètement un engagement toute seule, ça je ne crois pas du tout. Et donc si j'avais pas eu ce petit collectif là, avec qui on a fait des actions communes aussi, avec qui on a signé des textes en commun, je pense que je n'aurais pas gagné autant d'assurance non plus. C'est un aspect aussi qui me semble fondamental. Et j'imagine que toi, étant à l'origine enseignante, ton environnement de prédilection pour parler, ça devait être plutôt la salle de classe ou l'amphi. Et comment est-ce que tu as vécu ce qui devait être tes premiers pas sur les plateaux télé, de t'exprimer dans ce tout autre contexte ? Je rappelle que ma première télé, c'était une télé belge, petite télé belge, hein, mais ça devait être en 2015, quelque chose comme ça. J'ai eu très peur, bien évidemment, mais je m'y suis tout de suite sentie à l'aise. Ça, c'est vrai. En fait, moi, j'ai une grande facilité avec le média télévisuel. Avec la radio aussi, j'aime bien, et la presse écrite aussi. Enfin, j'ai une facilité au niveau des médias, je pense. De toute façon, je veux dire, je le vis de manière assez naturelle. C'est ça que je veux dire quand je parle de facilité. Mais je pense qu'en fait, sur un plateau télé, justement, il y a quelque chose qui me fait un peu penser à la configuration d'une classe ou d'un amphi. Je pense que je fais un parallèle. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression, justement, on est dans cet exercice oral et de représentation. Hein. Bien sûr. Quand on donne... moi, je le dis souvent autour de moi, les gens ne se rendent pas compte, mais quand on donne cours dans un amphi, mais c'est un spectacle de théâtre, quoi. Je suis d'accord. Représentation, totalement. Et moi, j'adore ça, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Mais quelque part, à la télé, moi, alors, sans doute, tout le monde ne le vit pas comme ça, hein, mais moi, je le vis de la même manière. C'est-à-dire, je dois convaincre un auditoire et je dois y mettre pas seulement ma parole, quoi. Je dois y mettre mon corps. En fait, il y a quelque chose avec le corps qui se joue aussi. Je pense que c'est pour ça que je suis particulièrement à l'aise avec cet exercice-là. Et donc, c'est vrai qu'en fait, si je veux être honnête, je me suis assez rapidement sentie à l'aise. Ça n'empêche pas les petits stress, etc. Surtout quand j'ai commencé à être invitée dans les plus grosses télévisions, évidemment, il y a toujours un petit stress. Mais globalement, j'ai très vite trouvé mes marques. Et ce qui a fait que aussi, quand on est un peu bon client, quoi, quand ça se passe bien... les sollicitations se multiplient très vite en réalité. Hein. Ça, je l'ai observé. Et aussi, le hasard a fait que ton expertise, c'est une expertise qui est en général assez masculine. Souvent, les experts en géopolitique, en relations internationales, c'est des hommes. En tout cas, ceux qui sont invités sur le plateau, c'est des hommes. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Est-ce que tu as souvent été la seule femme en plateau ? D'ailleurs, je pense que c'est ce soir, sur l'émission dont dont je t'ai fait écouter l'extrait au début, tu étais la seule femme sur le plateau. C'est quasiment toujours le cas. Ouais. Alors qu'on est en 2023. Ouais. Et que je pense que les médias font un peu plus attention qu'avant. Est-ce que tu as eu l'impression parfois que ta parole, elle était traitée différemment parce que tu étais une femme ? Oh, mais totalement. Totalement. Et je pense d'ailleurs que mon féminisme est venu aussi du fait d'avoir expérimenté ça. Je me rappelle très bien, par exemple, les premières grosses télévisions, entre guillemets, que j'ai faites, c'est 28 minutes sur Arte, que j'ai fait souvent par le passé. Et là, la configuration de 28 minutes, c'est... il y a en tout cas dans la partie débat, c'est 3 intervenants sur une thématique. Et là, quasiment toujours, j'étais entre 2 hommes. On te mettait au milieu. Oui, c'est ça, mais vraiment, c'était ça. Avec souvent un homme qui était plus
de mon bord politique et puis un autre homme qui ne l'était pas, quoi. Parce qu'il y a aussi cette configuration, il faut un pour, un contre, et puis la femme au milieu, c'est un peu ça. À mon avis, c'est un peu inconscient, mais il y a un peu de ça. Chacun dans son rôle. Oui, c'est ça exactement. Mais là où je désarçonnais justement, j'en ai joué en fait un peu. Parce que justement, je pense que notamment pour les intervenants qui ne me connaissaient pas, ils pensaient, ouais, c'est bon, celle-là, c'est un peu la femme de service. Enfin, je caricature, mais je crois qu'il y a un peu de ça. Et en réalité, justement, comme je connaissais bien mon sujet, que voilà, je savais, puis souvent je savais précisément justement quoi répondre à l'un et à l'autre, etc. Ça m'a permis, mine de rien, de marquer des points aussi. Donc, c'est un petit peu ambivalent. À la fois, on sent qu'on est la femme de service. On sent aussi que les intervenants, pas tous, bien évidemment, mais pour certains d'entre eux, nous prennent d'emblée un peu de haut, ou bien de manière un peu condescendante, un peu on te caresse les cheveux, quoi. Donc, il y a ça. Mais en même temps, tu peux aussi un peu en jouer. Moi, je vois beaucoup le féminisme... c'est pas seulement moi qui vois ça comme ça, mais c'est une question de prise de pouvoir, en fait. Et parfois, on peut jouer de la condescendance qu'on a à notre égard pour prendre le pouvoir. Je trouve que ça, en fait, c'est ça que j'aime bien sur les plateaux télé, c'est cet exercice-là, de renverser les logiques de domination. Alors, c'est juste du micro, évidemment, hein. Mais en même temps, ça fait quand même bouger peu à peu certaines lignes, je pense. Alors, pas moi toute seule, hein, bien évidemment, mais que des femmes, sur des questions, justement, où elles sont très isolées, aillent dans les médias, parce que je connais aussi beaucoup de femmes qui ne veulent pas y aller. Hein. Ça, j'en connais beaucoup. C'est-à-dire sur les questions sur lesquelles je travaille, qui ont peur. Parce qu'elles se disent, justement, un plateau télé, c'est violent, etc. Et c'est vrai que c'est violent. Et c'est compréhensible. C'est totalement compréhensible. D'autant plus que, vu que la parole des femmes n'est pas bien traitée de manière générale, il faut être très clair. Donc, je le comprends très bien. Et je comprends que tout le monde n'est pas, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais la force psychique de le faire, parce que c'est une confrontation. Sachant aussi que quand on fait un média, on a toujours aussi un backlash après sur les réseaux sociaux et tout, hein, il faut le savoir. Mais en tout cas, quand on peut le faire, et moi j'estime que je peux le faire, je pense que c'est un lieu où on peut faire bouger certaines lignes en matière de lutte pour le féminisme ici, hein, je parle vraiment, c'est-à-dire d'imposer la parole des femmes et de montrer que la parole des femmes, c'est pas juste... c'est pas juste la femme douce qui va venir un peu arrondir les angles, parce que c'est un peu ça le cliché, mais ça peut être aussi une vraie parole assertive et qui apporte de la contradiction. C'est ça qui emmerde certains intervenants sur les plateaux télé, c'est qu'ils se disent « Ouais, celle-là, elle n'est pas d'accord avec moi, mais enfin, elle n'aura pas le cran et tout de me remettre à ma place. » Et donc, quand on le fait, évidemment, ils sont... Malbruno, quand il a quitté le plateau, il m'a pas salué, il est parti, etc. Quoi. Ils sont fâchés, quoi. Tant pis pour lui. Ah oui. Et puis moi, c'est des petites victoires symboliques. Hein. C'est pas personnel contre lui. Enfin, si, je l'aime pas. Mais je veux dire, c'est pas. L'idée n'est pas de faire des querelles perso. C'est plutôt des petites victoires symboliques pour la prise de parole des femmes. Tu as une autre expertise dont je voudrais parler, c'est le complotisme. Et c'est une expertise qui est liée à ton expertise sur le conflit syrien. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est lié, justement ? Ouais, c'est totalement lié parce qu'en fait, c'est lié à mon travail sur la propagande. Quand j'ai commencé à travailler avec Paolo sur la question de la propagande des dictatures et comment, finalement, le régime de Bachar el-Assad arrivait à convaincre ici des gens dans l'opinion publique, j'ai compris que le complotisme était une arme de soutien des dictatures. C'est-à-dire... en remettant en doute ce que racontent les médias, ce que racontent les politiques, en disant qu'en gros, il n'y avait pas vraiment de manifestants, soi-disant, en Syrie, mais que c'était un complot, tantôt des islamistes, tantôt de la CIA, tantôt des deux ensemble. J'ai compris qu'en fait, c'était un discours qui, sous prétexte d'être une critique, une critique des médias ou que sais-je, servait un agenda oppressif et réactionnaire. Et donc, très vite... j'ai commencé, en même temps que je parlais de la propagande, j'ai commencé à parler de complotisme. Et ce qui se passe, et ça, il faut vraiment le dire, parce que les gens aujourd'hui ne se rendent pas plus compte de ça, parce qu'aujourd'hui, on parle de complotisme tout le temps, c'est qu'à l'époque, 2013, 2014, etc., on parlait très peu de complotisme. C'était pas encore à la mode. Pas du tout. C'était pas encore à la mode, c'était avant Trump. C'était complètement dans un autre contexte. Je pense qu'on parlait même pas encore de post-vérité. Ah non, pas du tout. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux juste me redéfinir le complotisme ?
Oui, mais le complotisme, c'est un imaginaire politique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appréhende, parce qu'on n'a pas tous exactement la même définition. C'est un imaginaire politique que je peux requalifier d'imaginaire de la défiance, qui postule que derrière le récit perçu comme officiel, donc derrière le récit politique, médiatique, etc., il y aurait en fait une mise en scène au service d'intérêts cachés. Donc c'est vraiment une croyance, c'est une vision du monde qui postule que le récit, entre guillemets, officiel, parce que en fait ça n'existe pas le récit officiel, mais ce qui est perçu comme le récit officiel serait le fruit d'un leurre, d'une mise en scène au service des intérêts de quelques-uns, et évidemment des intérêts malfaisants de quelques-uns. Et alors après, donc ça c'est le logiciel de pensée. Après ça vient s'arrimer à ça tout ce qu'on appelle les théories du complot. Moi je parle jamais de théorie du complot parce que quand on dit les théories du complot, ça fait référence à toutes ces histoires qu'on entend. Je sais pas moi, tantôt qui disent que soit la Terre est plate, que le 11 septembre n'était pas vraiment le fait d'Al-Qaïda. Enfin, il y a toutes sortes de théories du complot. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'imaginaire politique commun qu'il y a derrière ça. Et c'est pour ça que j'appréhende le complotisme de cette manière-là, et donc aussi le complotisme comme arme de propagande des dictatures. Ouais. Et quand tu parles d'imaginaire de défiance, je trouve que ta définition, elle nous amène vraiment sur le terrain de la conviction et de la prise de parole. Parce que ça pose la question, si c'est un imaginaire de défiance, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Et comment ça va être possible de contre-argumenter face à cet imaginaire-là, à cette vision du monde-là ? Donc c'est une grosse question. Je te propose qu'on commence peut-être par un petit bout. Je sais que t'es assez critique vis-à-vis de ce qu'on appelle le fact-checking ou le debunking. Donc cette pratique qui vise qui est assez courante, et d'ailleurs dans des journaux très respectables et qui a peut-être sa place, mais qui vise à reprendre des faits, à dire si c'est vrai, si c'est faux, à faire de la vérification en réalité. Toi, quelles sont les limites, par exemple, que tu vas voir à ça ? Bah, ça marche pas. C'est simple. C'est une bonne limite. Pourquoi ? Ça peut nous faire plaisir. Moi, je dis pas que c'est inutile, etc. Mais inutile pour nous-mêmes, en tout cas, sans doute pas. Par rapport à un conspirationniste, en fait, pour un conspirationniste, l'enjeu n'est pas les faits. L'enjeu, c'est sa vision du monde, c'est ce qu'il défend, justement. Et c'est le malentendu. C'est le malentendu vraiment principal qu'il y a aujourd'hui dans ce qu'on appelle la lutte contre la désinformation. Je souris parce que c'est devenu un petit peu c'est comme la lutte contre le terrorisme il y a 10 ans, quoi. C'est devenu un peu le combat suprême, soi-disant, à mener. Et tu souris parce que tu n'aimes pas ce terme ? Ah non, j'aime pas le mot désinformation. Je trouve que c'est très dépolitisant. Parce que justement, pour moi, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on s'est calqué sur l'imaginaire de Trump. Trump, justement, c'est quoi le tournant avec Trump ? C'est que Trump, au lieu de dire « je ne suis pas d'accord avec toi », il va dire « tu mens ». C'est ce qu'il faisait, c'est lui qui a popularisé d'ailleurs l'expression fake news. Quand les journalistes le contredisaient, il leur disait « you are fake news ». Ouais. Donc en fait, il déplaçait sur l'axe vérité-mensonge des débats qui étaient en fait des débats de vision et des débats idéologiques. Et en fait, on a fait exactement la même chose que lui. Mais je trouve que c'est une très bonne remarque. Enfin, moi, je suis très contente de te l'entendre dire, parce que ce qui m'a toujours choquée dans le terme fake news, c'est qu'on ait repris le terme de Trump. Complètement. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il ne faut pas l'utiliser, mais personne ne l'écoute. Et on a repris sa catégorisation. Totalement. On est rentré dans son imaginaire, dans sa binarisation, et dans ce déplacement. Ce déplacement, encore une fois, sur l'axe vérité-mensonge, de conflits et de débats qui portent sur la vision de société, sur le projet de société qu'on défend, en fait. C'est là, pour moi, qu'il faut remobiliser. Et c'est pour ça, justement, que la composante engagement est si importante dans mon travail. C'est que c'est pas seulement parce que c'est pas seulement de la conviction, c'est aussi vraiment, j'ai presque envie de dire, stratégique. C'est aussi, pour lutter contre le complotisme, je pense qu'on doit travailler sur notre vision et être clair sur ce qu'on défend. Et surtout pas se défendre d'avoir une vision. Ce que font les fact-checkers. C'est-à-dire que la ligne du fact-checking, c'est plutôt de dire, nous, on est neutre, on ne fait que dire les faits. Ça n'existe pas, ça, déjà. Je pense que ça n'existe pas. Et on choisit toujours ce qu'on débunk. Rien que ça, c'est déjà un positionnement. Et il faut le savoir. Je veux dire, c'est pas grave, encore une fois, mais mettons-le sur la table. Alors, soyons clairs, il y a plein de fact-checkers et des bunkers qui comprennent ça très bien, qui voient très bien les limites, qui sont en questionnement. Moi, je collabore énormément avec des services de fact-checking, etc., qui m'interviewent et tout. Ils sont pas tous... Et puis, ça peut être intéressant. Enfin, moi, si je vois quelque chose dans les journaux, j'aime bien savoir ce qu'il peut y avoir derrière un chiffre, etc. Bien sûr, ça m'intéresse.
Oui, sauf que je suis pas persuadée qu'on ait besoin de services de fact-checking. Normalement, c'est un peu le boulot d'un journaliste. N'est-ce pas ? Tout à fait. Mais voilà, c'est les limites de cette polarisation entre la vérité et le mensonge. Mais justement, si cette polarisation elle marche pas, si le fact-checking ça marche pas, qu'est-ce qui marche ? Parce que je te parlais en off avant qu'on commence notre échange de discours complotistes auxquels j'ai été confrontée. Il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à des discours complotistes et je trouve que souvent, c'est comme si on était face à un mur mou. Qu'on peut faire n'importe quoi. La réponse, c'est, comme tu l'as dit, c'est tu mens. C'est on n'est pas sûr, on ne sait pas. Oui, les scientifiques disent ça, mais que les scientifiques de ton bord politique. C'est ça. Donc, comment on peut répondre face à ce... En fait, pour moi, c'est du doute permanent. Ouais. Et comment on peut répondre face à ça ? En fait, c'est pas du doute permanent, c'est une instrumentalisation du doute. C'est faire semblant que l'enjeu, c'est le doute, mais en fait, la plupart du temps, c'est parce que la personne a déjà une vision très claire de ce qu'elle défend. Et le doute n'est que au service de sa vision. Mais effectivement, alors, c'est très compliqué. Sur la question du comment, c'est très compliqué, hein, soyons clairs, il n'y a pas de réponse miracle. Et ça, c'est aussi la lutte contre le complotisme. Je pense que ça demande beaucoup d'humilité. Et c'est ça aussi que je reproche d'ailleurs, justement, aux sphères fact-checking, debunking, etc. C'est que pour certaines d'entre elles, encore une fois, pas toutes, elles ont l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal, la solution pour. Il n'y a pas de solution pour. C'est un projet de société au long cours sur lequel on doit travailler. Ça va prendre 1 ou 2 générations, je pense, pour enrayer ce phénomène. Parce qu'il faut recréer de la confiance. Recréer de la confiance, c'est un chantier vraiment énorme. Ça va passer par la formation, bien évidemment, mais ça va passer aussi justement par la rencontre physique, le relationnel. Il y a un enjeu de lien social qui est extrêmement important aussi. D'où la prise de parole. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Hein. Je crois beaucoup à la formation, mais à la formation justement incarnée. Enfin, c'est les limites du distanciel aussi. À un moment donné, je pense vraiment qu'on a besoin de se reparler, de se reconfronter, mais pas débattre pour débattre. Hein. En fait, je crois que les gens ont vraiment besoin de repères, de balises, mais qui sont des repères pas techniques et méthodologiques comme on le croit souvent, mais des repères politiques, des repères historiques, des repères vraiment pour pouvoir analyser un discours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble extrêmement important. Je donne souvent un exemple ces derniers temps parce qu'il m'a frappée sur la question vaccinale. Oui. Parce que c'était toujours l'idée, oui, j'ai mon cousin, mon mari ou que sais-je qui est anti-vax, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je disais toujours, parce que pendant la crise sanitaire, j'avais 2-3 mails par jour de gens qui me posaient ce genre de questions. Moi, je disais toujours, je ne sais pas ce que tu peux faire, honnêtement. Déjà, essaye quand même de garder le lien avec lui si tu tiens à la personne. Ça ne vaut pas la peine non plus de complètement se fâcher, mais en même temps, je ne sais pas trop ce que tu peux faire. Et puis, j'ai réfléchi et il m'est arrivé un truc assez intéressant avec mes étudiants. C'est qu'au moment où vraiment, je ne sais plus si c'était au moment de la première dose ou de la deuxième dose, non, sans doute plutôt de la première dose, le moment où la campagne de vaccination battait son plein, c'est-à-dire qu'il fallait convaincre les gens d'aller se faire vacciner, hein, soyons clairs. Moi, je savais, parce que je les entendais, que dans mes étudiants, il y avait des anti-vax, comme il y en a partout, hein, de toute façon. Et dans mon institution, il y avait, d'ailleurs ça j'en ai été très contente, la direction qui avait vraiment pris vraiment bien position pour le vaccin, qui avait organisé des séances de vaccination à l'intérieur de l'école, qui nous avait dit aussi en tant que prof qu'il fallait encourager les étudiants à le faire, etc. Et beaucoup de mes collègues, et je les comprends, hein, disaient non, moi je ne vais pas aller sur ce terrain-là, ça va finir en pugilat et tout. En même temps, je me dis oui, mais si personne n'ose y aller, ça ne va pas. Et puis moi, surtout, je me dis moi, je ne vais pas me débiner, alors que je suis quand même spécialiste du complotisme, machin et tout. Je vais un peu de courage, Marie Pelletier, s'il te plaît. Et donc, je me suis dit allez, je vais y aller. Et c'est-à-dire que ce que j'ai fait, et ça, en fait, ça a bien marché, mais c'est juste une piste, hein, c'est que plutôt que de dire aux étudiants oui, le vaccin, ça marche, etc., alors que j'en sais rien, je ne suis pas du tout scientifique, j'en touche pas une, je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu fais confiance aux gens qui disent que ça marche. Voilà, exactement. Mais alors, justement, donc, je ne suis pas rentrée dans l'argumentation scientifique technique. Par contre... je leur ai expliqué pourquoi, pour moi, la vaccination, c'était quelque chose d'important. Et en fait, pour ça, j'ai parlé... alors j'ai évoqué des repères historiques, hein, la lutte vaccinale au début du XXe siècle, le fait que ça nous avait sauvé de la mortalité infantile, etc., hein, des bases que mes étudiants ne savent pas, pour la plupart. Et aussi, j'ai parlé de mon identité de gauche. Alors, oulala, un prof qui parle de son identité politique, ah ben oui, parce qu'à un moment donné, moi, je leur ai expliqué, je dis, vous faites ce que vous voulez. Je ne les ai pas essayé de les convaincre. J'ai dit, pour moi, c'est important, parce que je suis...
Voilà, moi je m'identifie comme quelqu'un de gauche. Pour moi, la gauche, c'est la protection des plus faibles, des plus fragiles. C'est le collectif qui prime sur l'individuel. Et là, la question vaccinale, c'est une question collective de protection des plus faibles. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, mon droit, ma liberté et tout. Dans ma vision à moi, c'est c'est un choix collectif. Et donc, je leur ai expliqué ça, mais pas en disant voilà ce que vous devez penser. J'étais très claire, surtout je vous explique ma vision. Et en fait, ça a complètement désamorcé tout. J'ai plus... même les antivax, après ça, ils ont dit « Ok, on a entendu votre vision. » C'est-à-dire que c'était assez... Pour moi, ça a été assez intéressant parce que c'était un peu expérimental. Je me suis dit, en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là. C'est-à-dire de remettre les choses au niveau des repères politiques et encore une fois, du projet de société qu'on défend. Plutôt que d'être là en disant oui, tu dis que le vaccin ne marche pas, mais moi j'ai la preuve que ça marche. En réalité, personne ne savait quasiment au début du vaccin, soyons clairs, si ça marchait ou pas, à part ceux qui l'avaient conçu. Je veux dire, soyons clairs, très peu de gens ont les compétences de ça. Oui. Moi, je ne sais pas analyser une étude scientifique qui parle d'un vaccin. C'est ça. Et donc, le leurre, c'est ça, à mon avis. C'est quand on s'aventure à vouloir prouver à l'autre qu'on a raison, en s'aventurant sur des questions qu'on ne maîtrise pas, en fait. Oui, parce qu'il y a le fond sur le choix que tu fais. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu fais constamment quand tu parles de la Syrie, quand tu parles du complotisme, etc. De revenir sur les valeurs, sur le pourquoi. Et du coup, d'avoir une prise de parole qui n'est pas que technique, mais qui est aussi politique. Et puis, face à tes étudiants, il y a aussi la forme. Parce que ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec cette histoire de vaccination, tout le monde s'est crispé et qu'on a vu une volonté, mais vitale, de convaincre la personne qui était en face de nous, qui pouvait nous énerver, etc. Et plus il y a quelqu'un qui va essayer de nous convaincre, plus en face, on va se dire « Non, tu vas pas y arriver ». Et qu'il fallait aussi lâcher un petit peu là-dessus, quoi. Complètement, parce que sinon, on renforce la polarisation, en fait. Hein. Et comme le complotisme marche sur cette polarisation, en fait, si on la renforce, on l'alimente. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut, en fait, essayer me semble-t-il, je ne veux même pas dire il faut faire, mais il me semble que c'est une piste de faire un pas de côté. Et de revenir à des questions beaucoup plus fondamentales. Les personnes qui adhèrent au conspirationnisme, c'est souvent pour des questions en fait beaucoup plus fondamentales que le propos « je suis contre le vaccin ». Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir ceux qui adhèrent derrière ça. Et alors souvent, c'est une désillusion, un sentiment d'injustice, que sais-je. Mais là, on va sur la question des valeurs, on va sur la question politique, et là, il y a moyen de renouer quelque chose. Sur le « j'ai raison, t'as tort », etc. D'ailleurs, moi, j'ai la preuve. Parce que les antivax, ils ont aussi trouvé plein de preuves, entre guillemets, scientifiques de leurs propos. Bien évidemment, tu peux toujours trouver des études, des trucs, des cas d'école ou quoi, qui illustrent ce que tu crois. Si on rentre dans la même logique, et malheureusement, c'est en grande partie le cas de la lutte contre le complotisme. C'est qu'on singe un peu trop les méthodes de ce qu'on dénonce, je trouve. Il y a un autre aspect de ton parcours dont je voudrais parler, un autre de tes engagements. C'est ton engagement féministe, puisque tu es ouvertement féministe. Récemment, tu as participé à un documentaire qui s'appelle « La fabrique du mensonge » sur le procès Depp Heard, où tu apportes un éclairage en fait sur les rhétoriques masculinistes qui ont permis à Johnny Depp de gagner ce qu'on pourrait peut-être appeler, au-delà du procès contre Amber Heard, mais la bataille médiatique, la bataille de l'opinion. Et je voudrais savoir si, j'imagine que oui, mais de quelle manière tu fais un lien entre le féminisme et tes autres engagements? C'est un lien qui s'est imposé à moi. Hein. Je pense que, comme nous toutes, il y a eu un avant et un après MeToo. Il y a eu Bien sûr. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai eu une prise de conscience qu'on avait et que j'avais supporté des choses insupportables, en réalité. Et ça, je pense, pour en parler souvent avec mes consoeurs, on l'a tous senti. Et donc aussi la prise de conscience de la manière dont notre parole était traitée par nos confrères, etc. Je pense que c'est la première chose à dire. Hein, c'est qu'il y a eu ce moment politique global qui a été une grande prise de conscience. Et moi, par ailleurs aussi, j'ai vécu je peux le dire, hein, j'ai vécu par le passé une relation très violente, une relation de couple très violente. Et à l'aune, finalement, de cette...
justement, cette prise de conscience de MeToo, je me suis rendu compte que justement, moi, femme indépendante, qui avait une parole publique, etc., j'avais quand même pu vivre des situations de violence extrêmement graves et les supporter. Bon, alors, c'est pas très original, ce que je raconte. Je pense que beaucoup de femmes, malheureusement, pourront s'identifier à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une prise de conscience à la fois politique et personnelle. Et je me suis dit, je ne peux plus, en fait... dissocier justement mon expertise sur le complotisme, la propagande et tout, d'un engagement féministe. Parce que d'abord, je dois défendre ma parole justement sur mes sujets d'expertise. C'est un combat, en fait, c'est un combat constant. Et puis en plus, moi, je pense que le complotisme, je le répète à l'envi, c'est un combat contre les forces réactionnaires. Ça, je suis persuadée de ça. Justement, j'ai une vision très politique de l'imaginaire complotiste. Et je pense que ça sert les dictatures, ça sert l'extrême droite, ça sert le racisme, ça sert la haine des minorités. C'est une arme discursive qui sert des projets politiques réactionnaires. Et donc, encore une fois, pour moi, l'engagement féministe, c'est un engagement qui permet aussi de lutter contre le complotisme. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que le féminisme... va immuniser tout le monde contre le complotisme, etc. Non, c'est une lutte parmi d'autres, une lutte d'émancipation parmi d'autres, qui participe justement à se battre pour une société plus égalitaire, quoi, tout simplement, très, très, très basiquement. Et je pense que plus une société sera égalitaire, cohérente avec ses valeurs, etc., moins il y aura de conspirationnisme. Donc, pour moi, c'est extrêmement, extrêmement articulé, extrêmement imbriqué, les deux. Et ce documentaire Heurdep, ça a été quelque chose de très important pour moi, je dois dire. En dehors du fait que Cécile Delarue, qui a fait ce documentaire, m'a donné une grande confiance, etc. Voilà, ça m'a beaucoup touchée à titre personnel, mais aussi parce que, justement, ça me permettait, pour la première fois vraiment dans un projet très articulé, de relier à la fois tout mon travail sur qu'est-ce que c'est la désinformation, comment on fait pour imposer un récit, parce que finalement c'est ça aussi le sujet, et puis cette composante d'engagement pour les femmes, quoi, enfin, pas seulement pour les femmes, mais contre les forces masculinistes. Je trouve que c'est rarement le cas, en fait. Souvent, quand on nous donne la parole sur nos sujets d'expertise, on attend de nous que ce soit un petit peu désincarné, quoi. Ici, je trouvais que c'était ça qui était vraiment remarquable dans ce documentaire, c'est que était donné la parole à beaucoup de femmes, il y avait aussi des hommes, mais majoritairement des femmes, qui avaient non seulement une expertise, soit historienne, soit, peu importe, on avait chacun notre expertise, mais aussi tout un engagement. Et quelque part, notre engagement nous a aussi permis de voir clair sur cette histoire. Ça, je pense que c'est très important. Moi, si j'avais pas eu le regard féministe, je me serais sans doute laissée berner par les masculinistes pendant le procès de Heurt. C'est aussi la vision politique qui aide à voir clair et donc qui aide à lutter contre la désinformation. Oui, parce que des gens de bonne volonté qui se sont laissés berner par la rhétorique masculiniste lors de ce procès... Il y en a eu plein. J'en ai plein dans mon entourage. Il y en a eu plein. Et qui pourtant sont des personnes que je vais pouvoir considérer la plupart du temps comme plutôt des bons alliés féministes... Totalement. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup frappée et touchée positivement, c'est qu'après le documentaire, pas mal de gens dans mon entourage m'ont dit « Ah merci, je m'étais complètement fait duper, etc. » Et donc, ça, effectivement, des gens de bonne volonté, mais sans doute qui n'avaient pas, et je le dis évidemment totalement sans jugement, mais qui n'avaient pas une lecture politique suffisamment claire des choses pour à un moment donné, décoder ce qui était en train de se passer politiquement autour de ce procès. Donc... pour moi, c'est une illustration de ça. C'est qu'avoir un logiciel politique extrêmement clair peut permettre aussi, justement, de remettre de la vérité, puisque quelque part, c'est ça l'enjeu. Si on est dans la polarisation vrai-faux, c'est aussi en ayant des repères politiques qu'on retrouve ce qui est vrai. Pour moi, c'est vraiment c'est en ça que ce documentaire signe vraiment une étape importante dans mon parcours professionnel. Vraiment. Et j'en suis très reconnaissante à Cécile Delarue pour ça. Et enfin, Marie, j'ai une toute dernière question, qui est la question traditionnelle de ce podcast. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous donner ton meilleur conseil de prise de parole en public ? Mon meilleur conseil, c'est ne surtout pas trop préparer ce qu'on va dire et ne surtout pas venir avec des notes. Ça, je le dis. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas rassurés quand ils prennent la parole, s'ils n'ont pas quelques notes devant eux. Moi, j'ai remarqué qu'à tous les colloques, tous les plateaux télé, tous les événements auxquels j'ai participé où il y avait d'autres intervenants,
les plus mauvais étaient toujours ceux qui avaient des notes devant eux. C'est-à-dire que généralement, ça les piège parce qu'ils restent dans une logique de l'écrit, qui en fait n'est pas celle de l'oral. Et donc, ça leur fait perdre en puissance de la parole. Et je pense que plus la parole est authentique, plus elle permet qu'on transmette réellement quelque chose. Donc je pense qu'il faut se faire confiance. C'est très dur de se détacher de l'écrit, mais c'est quelque chose qui d'abord s'apprend, s'acquiert, et surtout qui donne beaucoup plus de puissance à nos propos. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'Éloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.